1956, ils étaient bien les premières victimes d'une incompréhension absurde, mais pourquoi? C'est ce que nous allons chercher à comprendre ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la tribune de l'histoire. Docteur Jules Mpouma, bonjour. Bonjour. Et c'est un plaisir pas renouvelé parce que depuis quelques jours on en a parlé. Je suis donc venu vous retrouver parce que je voudrais réaliser cette émission sur vos parents. Vos deux parents ont été tués le 13 décembre 1956 et il reste des morts oubliés, inconnus et surtout injustes. C'est-à-dire tués par erreur, par l'ignorance des Camerounais, parce qu'ils ont confondu la loi cadre, c'est-à-dire ils ont donné à la loi cadre une autre explication que la réelle qu'ils devaient l'avoir. Alors, je suis venu vous trouver parce que je voudrais qu'on ressorte cette affaire, qu'on la tire au clair, qu'on parle de ces autres morts oubliés, ces héros, nos premiers martyrs dont on n'en parle pas. Merci de me recevoir ici chez vous. Bienvenue à EDA. Bienvenue chez les Mpouma, parce que cette maison est porteur d'histoire. C'est pour ça que je suis venu. C'est que votre père habitait ici. Notre père a habité ici jusqu'en 49. Jusqu'en 49. Jusqu'en 49. Et nous sommes partis d'ici pour Macondo, où il a ouvert l'exploitation forestière. Ok, merci. Je vais me tourner maintenant vers Daniel Delangue. Daniel Delangue, vous étiez très jeune quand votre père est mort. Absolument, j'étais très jeune. Et vous avez seulement des souvenirs, vous avez des gens... Je sais que vous avez réalisé une très grande étude pour essayer de retrouver les raisons, les causes de cette mort et ceux qui les ont commandités. Mais vous êtes où en ce moment installé? Moi, je vis à Douala depuis la mort de mon père. Et je tiens tout simplement à dire ici que quand mon père est mort, nous étions toujours à Douala avec notre mère. Nous n'avons pas bougé de Douala. Nous avons toujours vécu à Douala avec notre maman. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais à peine 4 ans. Donc l'image de votre père, qu'est-ce que vous gardez de lui? C'est des images assez vagues. Une seule image de lui qui m'est restée. L'idée, c'est qu'une fois, puisqu'il venait de temps en temps à Douala nous chercher pour des week-ends ou pour venir en vacances à EDA, surtout quand il était en poste à EDA, j'ai une image d'un monsieur avec qui j'ai traversé le bac de la Dibamba. C'est plus tard qu'on m'a fait savoir que c'était le bac, parce que moi je savais que je traversais un fleuve. Ok, vous restez combien d'enfants de votre père aujourd'hui en vie? Nous sommes 2, une fille et moi-même, le grand frère et moi. Docteur Jules Mpouma, vous êtes combien? Nous sommes encore 4 enfants. Vous venez de perdre... Oui, on vient de perdre le 5e. Nous sommes encore 2 garçons, 2 filles. Nous étions 7. Donc 4 garçons et 3 filles. Et vous restez 4. Nous restons 4, 2 garçons. Et 2 Je dois rappeler pour mémoire que vous êtes le petit frère, de loin, du ministre Louis-Claude Mpouma, grand commis de la République, qui a servi ce régime. Et malgré que les gens aient arraché votre père, il a accepté de ne pas devenir rancunier. Il a servi bien ce régime. C'est un rappel. La Seconde Guerre mondiale a donné l'occasion aux peuples du monde entier qui ont pris part de prendre conscience de leurs conditions d'existence. Ayant donc donné leur sang pour sauver la liberté du monde menacée par le nazisme de Hitler, ils estimaient que les fruits de cette résistance devraient être distribués à tous ceux qui avaient survécu. Des revendications de liberté dans les colonies françaises de l'Asie du Sud-Est, du Maghreb et même de l'Afrique subsaharienne démarrèrent donc dès 1946 au lendemain de la guerre. Au Cameroun, Gaston Dolin
un syndicaliste français membre de la Confédération générale du travail affecté au Cameroun en 1944, donne le ton en mettant clandestinement sur pied, avec une poignée de Camerounais, Jacques Ngom, Charles Salé, Ruben Oumniobe, Ngom Bejan, Léopold Moumé-Tia, Zolo, Sakuma, etc. Un premier embryon du syndicat avant de continuer par la suite à aider ces derniers à créer le mouvement des populations du Cameroun qui deviendra l'Union des populations du Cameroun. Par conséquent, au moment de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, les actions de l'UPC ne pouvaient pas être considérées par le colon autrement comme étant disjointes des manœuvres de la CGT et même considérées comme une courroie de transmission du Parti communiste français, filiale du Parti communiste de l'Union soviétique au Cameroun. C'est d'ailleurs la CGT qui finançait la très grande partie des voyages du secrétaire général de l'UPC, Ruben Oumniobe, afin qu'il se rende à l'ONU comme pétitionnaire de 52 à 54. Ce mouvement que l'on accusait à tort très souvent comme déstabilisateur des intérêts français au Cameroun et selon certains affabulateurs parlant d'un projet de construction d'une base de l'Union soviétique à Mouloundou. Toutes les revendications de l'UPC ne sont donc considérées par les colons que comme des tentatives de jeter les Français hors du Cameroun. Erreur grossière. Pour les Français, donc, les revendications pourtant légitimes et louables de l'UPC au départ, c'est-à-dire la réunification du pays et l'indépendance immédiate, ne sont que des prétextes. Dès cet instant, les militants de l'UPC, mal formés politiquement, instaureront au mépris de toutes les lois et règlements, une violence urbaine qui passe par la destruction des biens, l'assassinat des personnalités, ce qui finit par gêner leur action pour se faire entendre. On a souvent prétendu que la violence est une forme de guerre des pauvres qui n'ont pas d'autres moyens pour se faire entendre. Tuer pour tuer, détruire pour détruire, l'objectif étant de fléchir l'adversaire. Voilà la situation dans laquelle va se trouver le Cameroun en 1955. Alors, vous avez suivi un peu. Vous aviez quel âge au moment où votre père est tué? J'avais 12 ans. Vous aviez 12 ans. Je sais que quand il partait pour ce voyage sans retour, le jour où il partait de la gare des Ekaou de Macondo, vous l'avez accompagné? Oui. J'étais le seul fils qui était à côté de lui. J'étais à l'école primaire de Macondo. Donc je l'ai accompagné jusqu'à la gare. Et il a pris le train pour Edea, pour s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'il n'était pas encore inscrit comme candidat pour présenter sa candidature. Sur la liste, on l'a donc appelé au dernier moment. Et il est venu s'inscrire. Vous vous souvenez de la date de son départ? Non, malheureusement. Vous ne vous souvenez pas. Bon, on va continuer. À côté de l'IPC, d'autres partis vont voir le jour, notamment Évolution sociale du Cameroun et SOCAM, qui a tenu son congrès les 8, 9, 10 et 10 février 1953. Et au mois de juin suivant, le parti a adopté l'idée d'envoyer un délégué aux Nations Unies. Ce sera Bissé Guillaume qui est désigné porteur des mêmes revendications que Oumniobe, déjà parti pour la première fois présenté devant l'Assemblée générale de l'ONU le 17 décembre 1952 et encore en 1953, les revendications de l'UPC. Un autre parti vu le jour la même année, c'est Indépendance du Cameroun, Indécam. Et SOCAM et Indécam sont pointés du doigt par les Camerounais comme n'étant que suscités par les autorités françaises. On les appelle d'ailleurs les partis administratifs. Et ces derniers livrent une bataille sans merci à l'UPC, ce qui va radicaliser encore plus les différentes positions et les militants de chaque parti. L'année 1955 verra donc le paroxysme de cette situation avec l'assassinat d'un professeur de l'école professionnelle, aujourd'hui lycée technique de Douala, M. Zimmermann. La ville s'embrase, les autorités réagissent, les arrestations de plusieurs militants de l'UPC sont opérées. Nous sommes fin avril, début mai 1955. Ces réactions des autorités conduisent les militants de l'UPC à se lancer à de vraies émeutes et le secrétaire général de l'UPC
Ruben Oumiobe, refusant de répondre à une convocation de la police pour se justifier des chefs d'accusation qui étaient reprochés à son parti suite aux émeutes du mois de mai 1955. Son parti est dissous le 13 juillet 1955 et Oumiobe est contraint à une cavale sans fin jusqu'au 13 septembre 1958, jour de son assassinat survenu dans le maquis de Libé-Lingoy, aux environs de Boumiébel, où il se cachait. Bon, Daniel, votre maman vous a parlé un peu de votre père quand vous avez grandi? Oui, un peu, mais elle parlait beaucoup plus à mon frère aîné, parce qu'ils étaient toujours ensemble et c'est pendant qu'il parlait que je pouvais attraper quelques bribes d'histoire, mais elle ne m'a jamais fait asseoir pour me parler de ce qui s'est passé. Elle ne vous a jamais fait asseoir? Non, sauf une fois où elle m'a montré, elle m'a balancé un journal qui relatait justement les faits. Et je crois que c'était la presse du Cameroun, je ne me rappelle pas de la date. Donc c'était à une époque où elle voulait que je prenne conscience de ce qui s'est passé pendant que j'étais tout petit. Jusqu'à sa mort, votre maman est morte en quelle année? Elle est morte il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc quand vous avez grandi, elle a essayé de continuer à vous en parler? Elle ne m'en parlait pas beaucoup. Elle en parlait avec mon frère aîné, c'est ce que je vous ai dit. Parce qu'eux, ils ont connu les événements. Mon frère aîné avait 12 ans également à la mort de son père. Il avait 12 ans et il a toujours vécu avec notre maman. Et moi, je suis arrivé au monde quand mon père était en poste à Esseka. Et il venait donc à Douala pour médecine itinérante. Et comme il avait gardé son logement de fonction à Douala, et c'est là où moi je suis arrivé au monde parce qu'on habitait à l'époque à Bonandou. Je suis donc arrivé au monde, je ne connaissais pas ce qui s'est passé avant. Très bien. Pendant ce temps, les choses ne marchent pas mieux en France. La 4e République montre à souhait son inefficacité. Le régime parlementaire montre ses limites. Des gouvernements ne pouvant être que des gouvernements de coalition, des partis changeant au gré des humeurs des membres des coalitions qui les composent. On assiste donc à ces renversements d'alliances et de gouvernements à une allure vertigineuse. On a même vu un gouvernement dirigé par Félix Gaillard ne durer que 48 heures. C'est sur ces entrefaits qu'après plusieurs gouvernements successifs, le président René Coty va nommer au début de l'année 56 un socialiste, Guy Mollet, président du Conseil, c'est-à-dire aujourd'hui Premier ministre. Dans ce gouvernement Guy Mollet, on retrouve des personnalités progressistes à des postes clés, dont notamment Gaston Defferre, ministre de la France d'Outre-mer, François Mitterrand, ministre de l'Intérieur puis de la Justice, Houphouët-Boigny, ministre délégué à la présidence du Conseil. Ces responsabilités estimant etc. Ces personnalités estimant que la France ne pouvait plus continuer à supporter des conflits sur deux fronts. À l'intérieur, une situation politique difficile, telle que décrite plus haut, et sur l'autre, des troubles dans la France d'outre-mer. Gaston Defferre et les autres vont donc concocter un statut qu'ils pensent apaiser la situation en outre-mer et surtout de respectant les recommandations des Nations Unies, faisant évoluer ces pays vers l'indépendance. Ils vont donc mettre sur pied un statut pour les territoires d'outre-mer. Ce statut étant une loi de la République, il porte le nom de son initiateur, c'est-à-dire Gaston Defferre, et s'appellera donc la loi Carl Defferre. La loi Carl fut donc le premier produit du gouvernement Guy Mollet et elle marque de ce fait un nouveau départ pour ces territoires. Et c'est elle qui finit par apporter l'indépendance aux États africains. Ces initiateurs, Defferre, Houphouët-Boigny, Mitterrand, Mendes France, méritent donc de la part des ressortissants de ces États de l'Afrique noire une reconnaissance et des sentiments de gratitude sincère. Elle fut déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale française le 29 février 1956. Après un vote favorable, elle sera promulguée le 23 juin 1956. Mais en fait, en quoi consistait exactement la loi Carl Defferre? Quels étaient ses principaux objectifs? Bon, avant de continuer, je viens de vous faire lecture des événements. Alors, en 1955, vous aviez déjà à quel âge vous? J'avais 11 ans.
Vous aviez 11 ans et vous viviez à Isaac à Macondo avec votre père. Vous alliez à l'école où? À l'école principale de Macondo. À l'école principale de Macondo. Bon, donc vous avez pu vivre quelques-uns de ces événements. Quand les événements commencent ici en 1955, vous avez suivi un peu? Oui, en 1955, il y a eu un soulèvement à Douala. Oui, ça c'est le 25 mai 1955. 1955, un grand soulèvement à Douala. Vous aviez des échos? Oui. Votre père vous en parlait? Oui, parce que c'était le moment où le syndicat et l'UPC étaient le climat politique était très tendu et les événements de 1955 ont donné beaucoup de morts à Douala. Bon, avant donc de revenir sur ces morts, nous allons voir quelles étaient les attributions de la loi cadre tant décriée par les Camerounais. Et je vais vous lire. Dans l'ensemble, la loi cadre ou la loi Gaston Defferre comprenait 4 titres et 16 articles. Les réformes qu'elles envisageaient touchaient tous les domaines essentiels des réalités quotidiennes des territoires d'outre-mer, notamment la politique, l'administration, l'économie, la société et la culture. L'objectif politique de cette loi était de fixer un cadre institutionnel. C'est ainsi que les principales dispositions et décrets d'application convergeaient vers la promotion des peuples d'outre-mer en les dotant d'instruments d'expression de l'opinion publique jusque-là inconnus. Ceux-ci avaient pour principale mission de préparer les futurs dirigeants des États africains indépendants à mieux exercer leurs prochaines responsabilités. Daniel, vous avez fait des recherches quand vous avez grandi et que vous cherchiez à connaître. Vous avez fait des recherches. D'ailleurs, vous les avez mises dans ce livre que vous avez consacré à votre père, qui est Charles Delangue, Un destin cruel. Alors, vous avez cherché à comprendre. Maintenant que vous avez découvert, je crois que ce livre, ceux qui essaieront de le lire comprendront un peu ce qui se passait, puisque moi, je vous parle de ce que je savais et tout. Vous avez fait des recherches. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui? Je dis, et je répète, le titre de votre livre, c'est Destin cruel, Charles Delangue. Alors, quand vous avez fait ces recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, ce que j'ai trouvé, il faut le dire, hein, je ne tiens pas ici à donner une leçon de morale à tous ceux qui ont... Oui, les recherches que vous avez faites. Oui, mais parce que justement ces recherches parfois mettent certaines personnes ou certains groupes de personnes en cause. Ce que j'ai constaté et que j'ai trouvé, c'est que le passage de l'État colonial aux indépendances, ce passage a été mal géré par ceux qui se disaient nationalistes, parce qu'ils se sont laissés séduire beaucoup plus par l'appât du pouvoir que par les idées de démocratie. Une alternative avait été proposée aux pays africains à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et il fallait faire quelque chose. Mais ils ont estimé qu'il fallait une indépendance immédiate, sans condition. Je vais rappeler ici quelles étaient les principales réformes. À titre d'exemple, l'une des innovations apportées par la loi cadre dans la réforme administrative fut la création d'une fonction publique autonome pour l'africanisation des cadres. Cette disposition devant favoriser la promotion des fonctionnaires autochtones en leur permettant d'accéder à tous ces échelons de la hiérarchie administrative, ils avaient un statut autonome avec des soldes et des avancements distincts de ceux des fonctionnaires dépendant entièrement de Paris. On distinguait pour cela 3 services d'État et des services territoriaux.